Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques. Si jamais c'est une mauvaise nouvelle, ça va vous coûter cher, vous allez voir. Il va demander un effort à tous les Français. Et alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Le plus juste possible, mais un effort suffisant. Moi, ce que je crois, c'est que tu fais aucun effort. Pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt. Quand t'es fort, tu fais moins d'efforts. Et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Qui ça? On peut critiquer, moi je suis pour le débat. C'est nul. Zéro. Calme-toi. Calme-toi, Bernard. Je suis calme. Nous sommes en guerre. Et oui, c'est pour ça que François Bayrou, le Premier ministre que le monde entier nous envie, nous demande de faire des efforts, oui. Et là, nous sommes là, vous savez, nous sommes tous à Sud Radio absolument mobilisés pour faire des efforts. On sent déjà que Elouine est en train de se serrer la ceinture, que notre ami Julien n'en peut plus, là. Il ne mange plus depuis 3 jours. Quant à Manu, lui, alors il ne boit plus du tout. Et alors, Maud Coffler, je ne vous en parle pas, elle était déjà en train de préparer un régime, mais là, elle fait des efforts. Ça y est, nous allons sauver la France. Nous allons sauver la France. Français, encore un effort, comme disait le marquis de Sade. Eh bien, on va en parler quand même très sérieusement avec Philippe Béchade, économiste, président du think tank Les Éconoclastes. On se dit les efforts, les efforts. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose à faire et on connaît la dette publique, la dette de la France, des efforts. Quels efforts? Et puis nous allons parler évidemment de cette loi qui est passée, qui a été votée à l'Assemblée, la loi sur l'aide à mourir, le droit à l'aide à mourir. Et on va en parler longuement aussi avec... Nous avons reçu, comme vous le savez, nous avons reçu Philippe Juvin, nous avons reçu Claire Fourcade, nous avons reçu les adversaires de la loi. Et là, nous allons recevoir Jonathan Denis, qui est président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Thomas Ménager, député RN du Loiret, qui a voté pour ce droit à l'aide, cette loi à droit à l'aide à mourir. Nous allons en parler parce que, effectivement, toutes les opinions sont bonnes à entendre, et après vous ferez votre avis. Et puis évidemment les perles, les huées, les bravos, et ensuite on va parler en seconde partie comment le droit, comment la démocratie a été bafouée. Ce fameux référendum, nous sommes à un jour près, vous savez, 2005, il y a 20 ans, le fameux référendum sur la Constitution européenne, qui avait été rejeté par les Français à 55% des voix, et sur lequel on s'est assis. On va prendre le temps, un livre passionnant, et on recevra André Bonnet. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'effort, l'effort, l'effort. Et l'appel, c'est presque un appel. On n'est pas le 18 juin, mais François Bayrou va présenter en juillet, lui, un mois plus tard, un plan pluriannuel de redressement des finances publiques qui va demander un effort à tous les Français. C'est ce qu'il a dit hier sur AMC et BFM TV. Alors, de quoi cet effort est-il le nom? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, vous entendez le bruit lancinant des machines à sous. Pink Floyd, Money. Alors voilà, donc on sait, on va pas revenir sur les chiffres du déficit public, hein, mais je le rappelle quand même, pratiquement 175 milliards d'euros, 6 points de PNB, après 5,5 en 2024, la dette publique culmine désormais à 3 300 000 milliards d'euros, 3 300 milliards d'euros, et les charges d'intérêt à 59 milliards d'euros. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, il faut faire des efforts. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes président du think tank Les Éconoclastes et vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Alors, donc, encore une fois, pour la énième fois, un appel aux efforts. Écoutez, Français, vous, maintenant ça suffit, vous dépensez trop, il faut se serrer la ceinture. Vieille rengaine, nouvelle musique ou pas? Non, vieille rengaine, air connu, et puis alors interprété aujourd'hui sans aucun enthousiasme, sans aucune incarnation, parce que oui, ce sont des formules devenues complètement creuses. En fait, ça fait depuis même les années 90 qu'on demande aux Français de faire des efforts.
Et ceux qui devraient en faire, évidemment, sont toujours les mêmes, qui n'en font pas. Et ceux dont on ne parle pas, c'est surtout ça, c'est l'omerta des médias sur qui ne fait pas d'efforts. Alors, qui ne fait pas d'efforts? Soyons concrets avec vous, je sais qu'on peut l'être, Philippe Béchade. Qui ne fait pas d'efforts et qui fait que ce système continue avec les mêmes qui payent et puis les mêmes qui ne font rien, ou presque? Facile. Alors, on va commencer par les députés qui se sont augmentés de près de 400 € l'année dernière, parce que, voyez-vous, l'inflation, mon bon monsieur... Il faut faire un téléthon pour les députés, non? Peut-être. Oui, ces gens-là sont obligés d'aller mendier des billets gratuits pour rendre visite à leurs administrés. Les sénateurs, alors eux, c'est carrément un peu plus de 750 €, donc là, pas d'effort. Il y a tous les obligés du système qui se retrouvent bombardés à la tête d'une agence bidon, d'un comité Théodule, d'une ONG, mais quand même jamais à moins de 100 000 € par an, plus les frais de déplacement, les frais de repas, etc. Ça ne fait jamais d'effort. Mais Philippe Béchade, pardon, on vous répondra, oui, mais ça, ce sont des miettes par rapport à l'abîme de la dette. Oui, l'abîme de la dette, là, bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que l'on pointe du doigt, c'est-à-dire le modèle social et notamment la sécu, la sécurité sociale. Et là, on nous parle de TVA sociale. Bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Alors, le déficit de la Sécu, c'est pas nouveau, ça fait même 30 ans que ça dure, et ça dure pour cette même raison que, là aussi, on tait, hein, le voile est plus que pudique, là c'est carrément un rideau de velours. Chaque année, quand on élabore le budget de la Sécu, il y a les dépenses et il y a les recettes. Les dépenses, généralement, elles sont à peu près conformes aux attentes. Alors bon, on a eu, en 4 ans de pandémie, peut-être un petit dépassement, mais qui était vraiment marginal. La réalité, c'est que ce sont les recettes qui ne sont pas au rendez-vous. Un peu comme dans un ménage où madame compte chaque euro dépensé, monsieur joue aux courses, paye des pots aux copains, voire rembourse les dettes de jeu de ses copains, leur paye un tour en Ferrari de location. Et quand on arrive, on dit au ménage... Vous dépensez trop. Oui. C'est pas madame qui dépense trop. Non, c'est monsieur. Monsieur avec ses largesses. Et les largesses de l'État, c'est mes copains, je les fais pas payer. Telle entreprise, telle institution va bénéficier d'une exemption de versement de son... Et ça chiffre à combien c'est des milliards exemptions, à force. C'est milliards. Alors, parmi ceux qui ne versaient pas, qui bénéficiaient d'une mansuétude pour ne pas verser son éco à la Sécu, longtemps il y a eu la SNCF. Bon, maintenant, c'est plutôt des entreprises du CAC 40 qui arrivent à négocier par-ci ou par-là. On leur fait des belles exemptions, quoi. Oui, parce que c'est pour sauvegarder l'emploi, c'est pour... on retrouvera toutes les raisons qu'on veut. Donc, en fait, le budget de la Sécu, il est sur le papier équilibré et à chaque fois, c'est pas les Français qui dépensent trop. C'est les recettes qui ne rentrent pas parce que l'État ne les fait pas rentrer délibérément et demande bien sûr aux médias de ne pas parler de ce déséquilibre, de l'origine du déséquilibre. Mais alors, dis-moi, Philippe Béchade, est-ce que aussi on parle beaucoup, vous savez, de la fraude sociale, etc. Je te parle de la Sécu. Elle existe quand même, mais ça ne vous paraissait pas un facteur majeur ou dominant? Si, la fraude sociale, c'est quand même beaucoup d'argent qui part dans des poches où il ne devrait pas atterrir. Charles Pras, je pense que vous connaissez bien. Donc, il a fait là des publications, il a écrit des bouquins. Donc, ceux qui veulent se documenter sauront très factuellement quels sont ces modes de détournement et quels sont les sommes en jeu. Bien sûr qu'on voudrait bien récupérer 15 à 20 milliards par an. On voudrait arrêter de verser des retraites à des bicentenaires, etc. Mais quand même, les économies que réalisent les entreprises en ne versant pas ce qu'elles devraient à la Sécu, c'est énorme.
Alors justement, moi, il y a quelque chose qui me frappe, et étant un huron sur la question, je vois que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros, on l'a dit et répété, de coupes budgétaires pour le prochain budget. Hein. Alors on a laissé s'accumuler, dit François Bayrou, des décennies, tout courant politique confondu, montagne de dettes, tous les courants politiques confondus, etc. Nous ne pouvons pas échapper. Mon but, c'est que chacun des Français qui nous écoute dit on ne peut pas faire autrement. Mais moi, une question quand même, c'est pouvoir me répondre. Alors pourquoi 40 milliards, pas 50 milliards, pas 60 milliards, 30 milliards? Qu'est-ce que ce chiffre de 40 milliards qu'on entend, qu'on nous assène depuis des mois, ça veut dire quoi? Pourquoi ce chiffre-là? Ah ben celui-là, je dirais pas qu'on l'a sorti du chapeau, mais c'est un peu le montant du déficit estimé pour 2025. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas 40 milliards. Ce sera plus. Bien sûr, à la rentrée, on s'apercevra que c'est probablement 100. Parce que, là encore, le budget 2025 était bâti sur des hypothèses qui sont plus qu'optimistes, pour ne pas dire complètement fallacieuses, de croissance qui ne sera pas au rendez-vous. Les recettes ne seront donc pas au rendez-vous. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus profond qui fait que les 100 milliards que j'évoque, ça sera peut-être même au-delà. On a par exemple un secteur immobilier qui est totalement congelé. Vous avez aujourd'hui des études de notaires qui ferment, vous avez des notaires qui changent de profession. Carrément, les promoteurs, il n'y a plus aucun dépôt de permis de construire, c'est totalement congelé. Or, parmi les secteurs qui créent vraiment de l'emploi pas délocalisable, il y a l'immobilier. On est en pleine crise, non pas seulement de l'immobilier, on est dans la crise du logement. Les gens ne peuvent pas se loger, les gens ne peuvent pas payer leur loyer, les gens ne peuvent pas acheter avec des taux même à 3,30 qui sont pas énorme historiquement. Les gens ne peuvent pas acheter. On aurait un besoin de construire colossal, ça créerait énormément d'emplois. Et là, au contraire, on va avoir 250 000 pertes d'emplois. Toutes professions confondues qui participent au bâtiment, les artisans, tout corps de métier. Pourquoi ce gel Eh bien parce qu'il y a une détestation de l'immobilier de la part du président qui est assumée depuis 2017, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il y a eu le gouvernement Attal, rappelons-nous-en, ils ont oublié le ministre du Logement. C'est juste, le logement est le premier poste budgétaire d'un ménage. Et il y avait des ministres de je sais pas quoi, de l'égalité homme-femme, de la promenade des chiens et des poulaillers à 4 poules, mais vous n'aviez pas de ministre du logement. Ils s'en sont aperçus après, et c'est donc un vague sous-ministre à qui on a collé le bébé. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le pays est vu par des gens qui, eux, n'ont jamais eu, évidemment, de problème de logement et qui détestent, en plus, les propriétaires parce que ce sont des rentiers. Sauf que ce que l'on ne voit pas, c'est que si l'on congèle l'immobilier, eh bien, on congèle en réalité les créations d'emplois, là, sur notre sol. Et donc, s'il n'y a pas d'emplois créés, et s'il y a destruction d'emplois, parce qu'il va y avoir des centaines de milliers d'emplois détruits pour quelques dizaines de milliers d'emplois créés. J'ai une maison à la campagne, à 10 km de chez moi, sont en train de se construire un nouvel entrepôt Amazon. Il va être rempli de robots. Il va y avoir peut-être 300-400 personnes qui vont travailler là, mais une fois que ce centre va commencer à fonctionner, combien de commerces vont fermer en région parisienne? Donc, en fait, c'est Schumpeter, la destruction créatrice. C'est-à-dire que Macron se vante d'avoir fait venir des grandes entreprises, on va construire soi-disant des usines, mais c'est des usines à la japonaise. Les usines à la japonaise sont fascinantes. Pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Alors que ce qui crée vraiment de l'emploi, c'est-à-dire l'immobilier, là par contre, on le congèle. Donc il y aura beaucoup moins de rentrées fiscales d'ici la fin de l'année, beaucoup moins d'argent collecté pour les retraites, puisque là, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Donc le problème de la Sécu va encore s'aggraver.
Parce que si on ne crée pas d'emplois, on peut toujours couvrir la France d'usines. Mais si dedans, vous avez 500 robots et 3 geeks qui les programment à distance... Qui les orientent et les baladent. Ça ne crée pas d'emplois. Donc là, on a vraiment un souci, c'est que cette année, on voit déjà que le chômage progresse. Donc, on va avoir une aggravation de ce problème de la dette sociale ou du déficit social. Et c'est pour ça que on nous parle d'instaurer une TVA sociale. Oui, c'est intéressant. On va en parler de cette TVA sociale et on va en parler surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ces Français-là à qui on demande de se serrer la ceinture, oui, mais jusqu'à où et à quel périmètre? On en parle tout de suite avec Philippe Béchade après cette petite pause. À tout de suite, restez avec nous. 0826 300 300 si vous avez des questions ou des interventions. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Serrez-vous la ceinture, les Français, serrez-vous la ceinture, nous dit François Bayrou. Nous sommes toujours avec Philippe Béchade, qui est économiste, président think tank des Éconoclastes et directeur et rédacteur en chef des publications Agora. Alors on parlait, cette TVA sociale, c'est quoi? C'est une nouveauté? C'est quoi cette TVA sociale? Ça s'appelle un pur élément de langage. La TVA, elle est passée de 2% à ses origines à 20%. Donc on a eu 18% qui n'ont jamais été sociaux. Et puis d'un seul coup, passer la barre des 20, au-delà de 20, ça devient social. Oh, miracle. Mais la CSG, elle n'était pas un peu sociale? Contribution sociale généralisée. La CRDS, remboursement de la dette sociale, elle n'était pas un peu sociale? Donc d'un seul coup, il faudrait aussi que la TVA le devienne sociale. C'est une vaste blague. Non, la TVA sociale, c'est une façon d'échanger une moindre, pas taxation, mais moindre ponction sur ce que les entreprises versent aux salariés au prétexte qu'il faut que le travail paye davantage. Donc on va retirer encore des prélèvements sur l'entreprise pour faire asseoir la charge sur le consommateur en disant mais finalement il n'est pas obligé de dépenser. Il va gagner plus parce que l'entreprise va pouvoir lui donner un petit peu plus, mais après ça, il est libre de ne pas dépenser. Alors je peux vous rassurer qu'aujourd'hui les Français se serrent déjà la ceinture, comme je le dis. L'immobilier étrangle pratiquement 40 ou 50% des ménages. Donc pour payer le loyer, les gens déjà font déjà des économies font déjà des efforts sur tout le reste. C'est-à-dire que les efforts, c'est plus de coiffeurs, plus de restaurants, plus de sorties pour les gosses. On va beaucoup moins loin en voiture parce que faire le plein ça coûte, etc. Donc voilà où nous en sommes. Et si on rajoute évidemment de la TVA, là, on arrive. Ça recoupe, ce que nous dit M. Bayrou. Tous les Français doivent faire un effort. Qui est concerné? La totalité des Français, c'est la TVA. Effectivement, elle touche absolument tous les Français. Bernard Arnault jusqu'à monsieur qui ne suit rien de M. Macron. Et alors, cette TVA sociale va être mise en place? C'est une piste. C'est une piste. Alors voilà, on nous dit on peut pas hausser la TVA indéfiniment quand même, Philippe Béchade. On peut pas s'amuser à faire du yo-yo avec la TVA. Allez savoir, la CSG, elle augmente bien indéfiniment et puis ça continue de passer. Et là, ce qu'on nous propose, c'est extraordinaire. Dans un souci de rétablir de la démocratie, après effectivement le dernier référendum où les gens avaient mal voté, qui remonte effectivement à 2005. Alors on va redonner la parole aux Français. Et là, on leur redonne la parole. Pourquoi? Pour déterminer qu'est-ce qu'on doit faire pour économiser 40 milliards. Bon, ça sera 100, ça sera peut-être même plus. Autrement dit, on va redonner la parole aux Français en leur demandant qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le fouet? Vous voulez l'écartèlement? Vous voulez le supplice de la roue? Choisissez, c'est démocratique. Oui, c'est ça. On leur donne démocratiquement le choix entre le PAL, la roue, l'écartèlement et autres. Voilà, en fait, combien vous voulez payer et de quelle façon? Voilà. Alors que les Français devraient interroger l'État en disant mais vous allez arrêter de distribuer notre pognon à vos copains, là? Parce que là, ça commence quand même à bien faire, ça se voit, là. Ces pantoufles dorées pour des d'ex-ministres qui ont été battus aux élections. D'ex-conseillers qui se retrouvent président au numéro 2, etc. Donc ça, les portes tournantes. Ça, c'est insupportable. Et c'est justement ça qui n'est pas remis en question.
les entreprises qui bénéficient donc déjà d'exemptions du CICE et peut-être maintenant de la fameuse TVA sociale, les entreprises, on les fait pas contribuer, mais on va nous opposer comme contribuer quand même. Oui, mais on va nous opposer effectivement l'argument qu'elles sont déjà les plus taxées d'Europe. Ce qui est vrai. Vrai. Donc le vrai problème, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que dans le ménage, il y a le Français qui se serre la ceinture et qui compte chaque euro, et vous avez l'État qui vit sous les ordres de la République et qui distribue les prébendes aux amis. Ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Et ça, on ne veut pas le remettre en jeu. C'est-à-dire que c'est toujours madame qui tient bien les comptes du ménage, à qui on dit il faut faire encore plus d'efforts, et monsieur qui joue aux courses, il peut continuer à dépenser de l'argent. Et avec les médias qui, évidemment, ne vont jamais dire faudra peut-être qu'on regarde un petit peu, là, qu'on regarde derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe. En fait, oui, c'est-à-dire qu'il y a des recettes possibles, mais apparemment, les robinets sont fermés. Les robinets recettes, quoi, en tout cas. C'est un petit peu ça. Et ce sont quand même des petits privilèges. Hein. Mais quand on vous répond juste un mot, Philippe Béchade, oui, attendez, mais les entreprises, ce sont elles qui créent les emplois, c'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises, donc quand même c'est nous qui créons les emplois. Alors, vous avez parlé d'exemple de l'immobilier, etc. En fait... Là, on fait tout pour qu'on ne crée pas d'emplois dans ce secteur. On fait tout. Ça. Et donc, si vous voulez, en fait... L'impression, d'ailleurs, c'est ce qui ressort de ce que vous dites là, c'est qu'on tourne en rond, on cherche désespérément 40 milliards, vous dites que ça peut faire beaucoup plus. Ça fera beaucoup plus. Et ça fera beaucoup plus, absolument. Enfin, c'est ce que disent d'ailleurs, effectivement, vous et un certain nombre de personnes. Mais donc, on est dans l'incantation. Là, avec François Bayrou. On est dans l'incantation et on est évidemment toujours dans la culpabilisation. C'est ça. Et tant qu'on leur colle ça, la culpabilisation ou l'obligation les gens sont un petit peu tétanisés. Hein. Bien sûr. Les dépenses de santé dans une population vieillissante, c'est quelque chose qui quelque part est assez naturel. Bien sûr. Voilà. Alors, la sécurité sociale, j'espère que je vais être protégé. N'oublie pas qu'on disait longtemps, nous étions, et c'est vrai, le meilleur système de santé du monde. On était protégés comme personne. Il n'y a pas beaucoup de pays, etc., qui étaient protégés comme nous. Simplement, on a l'impression qu'on va être au diapason d'un certain nombre de pays. On se dit, voilà là, on est fragilisé. On est fragilisé. Alors on est au diapason de certains pays peu performants maintenant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le bas du classement européen en termes de performance pour les soins. On est un des rares pays appartenant, on va dire, au top 10 des pays les plus développés, où on a des pénuries de médicaments. Alors moi, je trouve extraordinaire qu'on n'inscrive pas dans une loi, justement, que... il faut s'interdire absolument d'avoir des pénuries de médicaments, parce que quelque part, les gens en meurent. Donc d'un côté, on va faire inscrire dans la loi qu'on n'a même pas le droit d'empêcher les gens de décider s'ils veulent ou non mourir de leur propre chef, mais on n'a aucune loi qui dit qu'il faudrait quand même d'abord s'arranger pour que tout le monde ait déjà les médicaments nécessaires pour vivre, avant de s'occuper de comment on permet aux gens de ne plus vivre. Ce n'est pas le moins des paradoxes. Merci Philippe Béchade. Je trouve que on va en reparler de ça avec vous, et puis avec ce qui se passe, et de savoir effectivement, encore une fois, quel cran de ceinture, parce que là, on ne parle que de ça. Pour le moment, on ne parle pas de comment améliorer notre sort. Non, comment faire des efforts. Très bien, pour faire des efforts, pour qui, pourquoi, et est-ce qu'ils sont, et c'est ça le problème, bien répartis, ces efforts. Voilà. Et comme on dit souvent, tout effort mérite récompense. Or là, la récompense, c'est, en fait, vous aurez moins de coups de fouet ou moins de coups de bâton. C'est la méthode Trump, d'ailleurs. Je vais vous mettre 50 coups de bâton. Finalement, la sentence sera appliquée le 9 juillet, et au lieu de 50 coups de bâton, vous en aurez que 10. Je me tape sur un seau qui est sur la tête, et puis il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est tellement bon quand ça s'arrête. Oui, mais sauf que là... Sauf que ça s'arrête pas. Oui, sauf que là, ce que fait Trump, il va quand même nous donner 10 coups de bâton. Et après ça, on nous explique qu'on va aller mieux. Excusez-moi, mais si on nous demande dans 1 mois et 1 semaine, le 9 juillet, de courir avec 10 kilos à chaque pied, on va aller beaucoup moins vite sur le 100 mètres que les Américains. Hein. Espérons que nous ne mourrons pas guéris. Merci Philippe Béchade. Sud Radio André Berkoff.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Il faut changer d'air, les valises, je partirai. Il faut changer d'eau, notre église, je partirai. Une question effectivement fondamentale. Droit de choisir sa vie, droit de choisir sa mort. Ça concerne absolument tout le monde. Nous en avons déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Nous avons reçu la présidente de l'aide aux soins palliatifs, Claire Fourcade, le professeur Philippe Juvin. Nous avons reçu Jean-Dominique Boisson. Et justement, nous voulions donner la parole après la loi donc qui vient d'être effectivement votée à l'Assemblée nationale. Il va y avoir encore un aller-retour avec le Sénat, bien sûr, pour cette proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir qui a été, je le rappelle, voté hier par 305 voix pour et 199 contre. Jonathan Delis, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Si je me souviens bien, ça a été créé par Henri Caillavet, hein, c'est bien ça? Oui, ça fait 45 ans que l'association existe, effectivement créée par le sénateur Henri Caillavet qui avait déposé la première proposition de loi pour une aide à mourir en 1978. 1978, oui, donc ça ne date pas d'hier, et c'est très intéressant. Alors justement, vous avez écrit Mourir dans la dignité, préface de la Châtelet, plaidoyer pour la dernière des libertés. Alors, j'aimerais justement en parler avec vous parce que, sans me faire du coup ni l'avocat des adversaires ni autre, mais j'aimerais que vous exposiez un peu, parce que vous avez entendu, bien sûr, oui, mais... oui, il y a du flou, l'aide à mourir, très bien, mais jusqu'à quel point, qui choisit, etc. Et je voudrais un peu qu'on déballe très concrètement de ce point de vue-là. Pour vous, l'aide à mourir dans la dignité, justement, en 78, et ben j'en avais parlé avec le sénateur Caillavet, je l'avais rencontré à cette époque. C'est quoi? C'est quand vous dites la dernière des libertés. Mais est-ce que c'est vraiment une liberté? Pourquoi pour vous? Alors, oui, c'est vraiment une liberté. Tout d'abord, je ne dis pas que le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit de mourir dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Je préfère employer les mots très, très clairement. Oui. Le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit à être respecté jusqu'au bout dans sa conscience, dans son choix, dans son droit, quand on fait face à des souffrances qui sont insupportables et à une maladie grave et incurable. Vous avez des textes de loi qui existent. Le dernier date de 2016 et on a posé la question à la Convention citoyenne réunie par le président de la République. Est-ce que cette loi était suffisante? Non, cette loi n'est pas suffisante. Les missions d'évaluation l'ont dit, le comité de bioéthique l'a dit également, parce qu'elle ne permet d'accompagner que les personnes qui ont un engagement vital, de pronostic vital, donc engagé à court terme, c'est-à-dire à quelques heures ou à quelques jours. Et vous avez des personnes qui ont des maladies notamment neurodégénératives ou des cancers par exemple, qui ont ces souffrances qui leur sont insupportables, qui ont ce pronostic vital engagé, qui sont parfois en phase avancée de la maladie ou terminale, mais qui n'entrent donc pas dans le cadre de la loi. Donc il était important d'avoir une loi qui, à la fois, permette l'accès universel aux soins palliatifs, ça doit être une réponse, unanimité des députés hier, bravo. Et cette possibilité, cet ultime recours pour les soins palliatifs. Bien sûr. Et vous êtes pour les soins palliatifs, mais je ne les oppose pas. Vous savez, je ne suis pas un militant de l'euthanasie ou du suicide assisté. Je suis vraiment un militant du libre choix. Pour moi, il doit y avoir deux jambes. Première jambe, l'accès universel aux soins palliatifs. Deuxième jambe, l'ultime recours, c'est-à-dire ce droit à une aide à mourir dans un texte, il faut quand même le rappeler, qui sera l'un des plus restrictifs au monde. C'est celui qui a été adopté hier en première lecture. Alors justement, parlons-en de cela. Alors je rappelle simplement, en l'état donc de ce projet de loi tel qu'il est proposition de loi, il faut l'aide à mourir bénéficiera uniquement aux personnes remplissant simultanément ces 5 conditions: avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou résider en France, être capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, avoir déclaré une maladie grave et incurable engageant son pronostic vital en phase avancée ou terminale, et enfin présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable. C'est bien ça. C'est exactement ça. Alors, mais justement, et là, il y a quelque chose de flou, et j'aimerais avoir votre sentiment, votre réaction là-dessus. Le texte prévoit également, alors oui, pardon, je dis ça pour l'information de nos auditeurs et de Sud Radio. Le patient devra formuler sa demande auprès d'un médecin qui, après avoir réuni un collège composé d'au moins l'un des soignants
et d'un spécialiste devra rendre dans sa décision dans un délai de 15 jours. Il devra s'auto-administrer, donc c'est le patient, la substance létale, ou être aidé par un médecin ou un infirmier s'il est dans l'incapacité de le faire. Mais après, c'est là où il y a quelque chose qui me paraît assez flou, par exemple, entre autres. Le texte prévoit également que les professionnels puissent exercer leur clause de conscience pour refuser de pratiquer cet acte, tout en garantissant l'accès à l'aide au mourir aux patients. Alors là, je comprends pas très bien, parce que si, par exemple, je suis médecin, et que ma conscience soit de croyance, soit enfin, après tout, très légitime, dis-moi, je peux pas, moi, pratiquer cet acte, mais je garantis l'accès à l'aide à mourir. Comment je peux garantir l'accès à mourir, l'aide à mourir, puisque moi, ma conscience me dicte le refus de le faire? Alors, vous avez rappelé le titre de mon livre, Plaidoyer pour la dernière des libertés. Liberté de conscience des soignés, mais liberté de conscience automatiquement des soignants. Personne ne sera obligé de demander une aide active à mourir, mais personne ne sera obligé d'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Maintenant, le soignant qui reçoit la demande, qui pour des convictions lui sont légitimes, que ce soit des convictions religieuses, philosophiques, éthiques, peu importe, dit, moi je ne souhaite pas accompagner. Ou même dit, moi je suis favorable à l'aide à mourir, mais je ne me vois pas accompagner dans ce cadre-là. Pourra refuser, c'est sa clause de conscience, mais aura par contre l'obligation d'orienter la personne qui demande à une aide active à mourir vers un médecin qui pourra étudier avec 2 autres professionnels de santé minimum si la personne malade remplit les conditions, pardonnez-moi le terme, mais d'éligibilité à une aide active à mourir. Donc ce sera bien l'obligation de faire valoir ce droit uniquement si la personne, évidemment, entre dans le cadre de la loi. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'on est tous... moi j'ai été parmi des amis et des proches confrontés à cela, comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et en fait, c'est tellement une question philosophique et de conscience, etc., de liberté, que la législation, de légiférer là-dessus est évidemment très compliquée. Et d'ailleurs, ça prend du temps. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que dites-vous quand vous s'ajoutez une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie de 30 000 € d'amende est par ailleurs prévue pour punir l'entrave à l'aide à mourir, quels que soient les moyens par lesquels elle s'exerce, y compris par la désinformation en ligne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, par exemple, je dis, écoutez, un patient vient me voir, moi, médecin, etc., ce qui est évidemment pas le cas, je dis, écoutez, moi, je peux rien faire, pas question, et si je ne peux pas vous recommander quelqu'un parce que ma conscience, j'estime qu'un médecin, ce que j'ai entendu cela, qui aide un patient, en fait, il le tue, et moi, ma conscience m'interdit cela. Donc, je suis passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende? Non, M. Berkoff, mais je vous remercie qu'on prenne un peu de temps sur ce délit d'entrave parce que c'est important. Le délit d'entrave, il est calqué sur celui d'IVG. Vraiment, c'est exactement le même. Le délit d'entrave, ce n'est pas remettre en cause la clause de conscience des soignants. Le délit d'entrave, ce n'est pas remettre en cause la liberté d'expression. Si vous êtes opposé à l'aide à mourir, vous pourrez toujours le dire demain. Si vous êtes opposé à l'aide à mourir et vous voulez dire à quelqu'un, ce n'est pas la solution, quelqu'un qui pourra entrer dans le cadre de la loi, tu devrais plutôt regarder sur les soins palliatifs, etc., le délit d'entrave ne s'applique pas. Le délit d'entrave, il faut vraiment le lire. C'est soit en perturbant l'accès aux établissements où l'aide à mourir pourrait être pratiquée, soit s'en prendre à des soignants, soit s'en prendre à de la famille, c'est-à-dire formuler des menaces. Oui, ce sont des pressions morales ou psychologiques. D'accord. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons des associations qui manifestent contre l'aide active à mourir. Vous avez une prière de rue il y a quelques jours qui s'est passée devant l'Assemblée nationale de catholiques, représentées par différentes associations qui peuvent être Alliance Vita par exemple. Si demain vous aviez une association, Alliance Vita pour la citer, qui décidait de s'enchaîner à des portes, à des grilles d'un établissement hospitalier pour empêcher des soignants d'entrer ou des personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans le cadre d'une aide active à mourir. C'est ça le délit d'entrave. Ce n'est pas évidemment dire on va mettre des gens en prison, des soignants en prison parce qu'ils pensent différemment d'autres. Alors on va continuer ça, c'est fondamental, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler. Après cette petite pause, 0826 300 pour ceux qui veulent répondre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous continuons notre conversation, c'est tout à fait passionnant, avec Jonathan Denis, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et nous voyons un peu ce qui se passe justement, parce que, et vous le savez très bien, il y a quand même... Et encore une fois, il y a toujours du flou, et quand il y a du flou, il y a un loup, c'est pas évident de légiférer. 2 choses quand même.
le temps. Je donne un exemple où à l'Oregon, ils appliquent le droit de moralité dans l'État américain de l'Oregon. Simplement, j'ai vu ça pour quelqu'un de très proche, il lui demande 3 fois en 4 mois, c'est-à-dire qu'on revient, on lui dit « Est-ce que vous êtes toujours décidé à... » etc., etc., etc. Or, le délai ici n'est pas du tout le même. Le délai ici de retour du médecin, c'est 15 jours. C'est-à-dire que le médecin qui a reçu la demande devra faire un retour sous 15 jours. Ensuite, il y aura... Mais honnêtement, c'est pas réflexion. Beaucoup, 15 jours, Jonathan Denis. Alors, il faut bien comprendre que nous parlons de personnes qui sont au bout du bout. Ce sont des personnes qui demandent à entrer dans le cadre d'une aide active à mourir. Mais c'est pas parce qu'ils demandent à entrer dans le cadre d'une aide active à mourir que le médecin reviendra dans les 15 jours pour leur dire « Oui, vous entrez dans les conditions d'éligibilité, que les personnes iront au bout ». On voit par exemple en Belgique que vous avez des personnes qui entrent dans ce cadre de parcours d'une aide active à mourir et qui sont simplement rassurés de savoir que, in fine, si vraiment elles n'en pouvaient plus, alors il y a cette possibilité. Sachant que dans le texte français, si vous avez fait votre demande, qu'elle a été acceptée, que vous étiez donc éligible, et que 3 mois plus tard, il n'y a pas eu de réalisation de l'acte, alors on reprend depuis le départ. Le médecin devra réétudier la conscience et la volonté manifeste et éclairée. Et jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout, on vous demandera si c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est bien pour ça aussi que les parlementaires ont fait un choix, c'est l'auto-administration, vous l'avez rappelé, c'est ce que j'appelle le suicide assisté. Ouais. Et seulement si la personne est incapable de faire physiquement le geste, alors un médecin, un infirmier ou un infirmière pourra pratiquer une exception d'euthanasie. Voilà. Mais c'est bien jusqu'au bout s'assurer que la personne dise « oui, c'est ce que je souhaite ». Et alors justement, parlons de ça. D'abord... c'est le médecin qui s'assure que cette personne, par exemple, est en pleine conscience, elle n'est pas déjà passée à un stade où elle est incapable. Vous savez, je ne parle même pas de l'abus de faiblesse, je parle d'incapable de décider par elle-même, parce que vous savez très bien c'est pas, je dirais, qu'à un certain stade de maladie ou d'avancée, soit de cancer, que ce soit, eh bien, elle n'est plus capable de décider. Comment être sûr de la décision? Et par exemple, moi je trouve que il y avait quelque chose qui me paraissait, en tout cas à l'amendement, par exemple, vous savez, tous les gens atteints de maladies neurovégétatives ou qui sont, vous savez, psychiatriquement très très affaiblis, est-ce qu'ils ne devaient pas sortir de cette épure? Alors, ils sont exclus. Il y a 2 choses. Il faut savoir déjà que la souffrance psychologique seule ne permettra pas de demander une aide active à mourir. C'est très clairement marqué dans la loi. D'accord. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou dont le discernement est gravement altéré par une maladie n'entreront pas dans le cadre de la loi. C'est marqué. Ensuite, vous posez la question sur les médecins. C'est 3 professionnels minimum de santé qui entrent dans cette collectivité. 3 professionnels minimum. Ouais. Le médecin qui reçoit la demande, un médecin spécialiste de la pathologie, un aide-soignant, un auxiliaire, et il peut y avoir psychiatre, psychologue. Il peut y avoir tout autre professionnel de santé. Il peut y avoir des proches qui peuvent être interrogés. Vous vous doutez bien que derrière, tout va être extrêmement cadré et que nous n'aurons pas des médecins assassins en France comme il n'y a pas de médecins assassins en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou dans d'autres pays qui ont légiféré avant nous. Et s'ils ont un doute, si in fine ils ont vraiment un doute sur cette conscience, sur cette volonté éclairée, libre et éclairée, il y a des recours possibles. Et ils peuvent, par exemple, si on parle de tutelle ou de curatelle, se rapprocher derrière d'un juge des contentieux pour être certain que les choses sont faites. Et s'il y avait une tutelle ou une curatelle, il y a aussi cette possibilité de se rapprocher évidemment de la personne qui est tuteur. Alors, Jonathan Denis, vous parlez, c'est très bien, je ne dis pas en rousseauiste, en pensant que l'homme est naturellement bon et que la société le rend peut-être moins bon. Mais écoutez, il y a quand même 2 choses à aborder. Primo, le médecin qui dit, attendez, d'abord 3 choses. Les sociétés d'assurance, enfin je vais accuser personne, qui disent mais écoutez, en fin de vie, regardez ce que ça coûte à la sécurité sociale, regardez le déficit terrifiant. Bon, c'est vrai, c'est terrible, mais enfin pour 6 mois de plus ou 1 an de plus, c'est pas, là je parle pas d'assassinat ou même de meurtre ou tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il est en fin de vie, il en a pour 6 mois, etc. Est-ce que ça ne peut pas, je ne dis pas que ça joue, mais est-ce que ça ne peut pas jouer? Deuxièmement, l'abus de faiblesse, et parlons franchement, et malheureusement on le sait, des héritiers qui attendent effectivement dans un certain nombre de cas, peut-être pas le pactole, mais quand même un héritage non négligeable, qui vont dire bon, écoutez, regardez dans quel état il est. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir, non mais c'est juste pour dire, c'est pas pour s'axer sur la malignité ou la méchanceté ou la veulerie de tel ou tel, mais est-ce que ça ne laisse pas la voie ouverte à des abus? Toujours. Alors, les dérives ont déjà lieu chez nous parce qu'on n'a pas de loi. Je vais y revenir 30 secondes si vous voulez derrière. Ouais. Mais vous disiez, si
ils demandent, si ils disent, attends, on reprend bien le début du texte de loi, c'est la personne malade et uniquement la personne malade qui demande à pouvoir bénéficier d'une aide qui va mourir. Et alors, je rappelle les garde-fous, les conditions d'éligibilité, les minimums 3 professionnels de santé, l'obligation pour le médecin qui reçoit la demande de s'assurer que toutes les thérapies ont été évoquées avec la personne, qu'elle puisse avoir accès aux soins palliatifs de manière effective si elle le demande, qu'elle ait accès, ainsi que ses proches, à un psychiatre ou un psychologue de manière effective si elle le demande. On lui parle évidemment, qu'on lui présente les possibilités d'aide qui va mourir. Alors c'est pas une question d'être rousseauiste ou pas. Maintenant oui, effectivement, je crois en la bonté de la nature humaine, mais je fais confiance. Confiance dans les médecins. Les médecins français ne vont pas être différents des médecins étrangers, et donc ils arriveront à le faire. Maintenant, pourquoi je vous parle des dérives. Moi, je me suis engagé dans ce combat parce que j'ai accompagné mon père clandestinement en France dans le cadre d'une euthanasie, parce que ses souffrances étaient insupportables, parce qu'il était atteint d'un cancer généralisé et qu'il voulait éteindre la lumière. Il a fallu que nous trouvions le médecin, le bon médecin, entre guillemets, qui accepte de l'accompagner. Je me suis tu sur ce secret. Au-delà du poids du deuil, il y a le poids du secret. Et c'est terrible, je vous assure, Monsieur Berkoff, ce poids du secret. J'ai attendu que ce médecin décède pour pouvoir en parler publiquement. Mon histoire, il y en a des centaines et des milliers qui la partagent. Donc cette loi, elle va protéger les soignants et les soignés. Écoutez, merci Jonathan Denis. En tout cas, vous avez présenté effectivement ce côté, enfin cette loi. Écoutez, on va voir ce qu'il va donner et ce que ça va donner. Mais effectivement, la question est posée. La loi a été votée, en tout cas en première lecture. On verra ce que ça va donner, mais ce qu'on souhaite, qu'il y ait le moins d'abus possible. C'est ça l'important. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous savez depuis combien de temps la France n'a pas connu le référendum, n'a pas connu un seul référendum? Et puis depuis exactement 20 ans, c'est-à-dire que demain, le 29 mai 2025, ça rappellera le 29 mai 2005, le dernier référendum tenu sur la Constitution européenne. On va en parler parce qu'il y a eu un véritable scandale d'État. On va en parler avec André Bonnet. André Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit justement aux éditions L'Artilleur les preuves de la trahison démocratique, sortie du traité de Lisbonne. Et on rappelle qu'est-ce qui s'est passé justement. Le 29 mai 2005, après une campagne intense et une implication massive des citoyens, 54,8% des Français ont refusé de ratifier le projet de Constitution européenne, c'est-à-dire 55% des Français, ça veut dire une sacrée majorité. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut le dire de façon peut-être trivial, mais vrai, on s'est assis dessus. On s'est assis dessus en 2007 avec le traité de Lisbonne. Vous êtes maître en philosophie, vous êtes ancien élève de Sciences Po, vous êtes avocat, aujourd'hui c'est bien ça, après avoir exercé comme président de tribunal. Et on en parlera aussi, parce que vous allez me dire pourquoi vous avez quitté la fonction de présidence de tribunal. Volontiers, oui. Magistrat. Et vous avez, parce qu'on dit fonction de démissionner par objection de conscience. Mais je voudrais d'abord revenir à cela, vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs, comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, plus un seul référendum, alors que l'article 3 de la Constitution met le référendum au même rang, et corrigez-moi si je me trompe, André Bonnet, que la fonction représentative. Tout à fait. C'est-à-dire l'autorité s'exercera du peuple, par le peuple, pour le peuple, au moyen des élections et du référendum. Mais alors, oui, la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est l'article 3 de la Constitution, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Voilà. Alors, rappelez d'abord ce qui s'est passé, rappelons ça, revenons 20 ans en arrière, pratiquement jour pour jour, une campagne très, je dirais, violente, enfin forte en tout cas, entre les partisans du oui et les partisans du non. Les partisans du non, racontez-nous, qui ils étaient, je veux dire, non pas les noms, enfin, qui représentaient quand même tout l'establishment, et puis du oui, et puis ce qui s'est passé. Et rappelez-le, c'était sur quoi très exactement portait ce référendum? En fait, ce qui est très intéressant, la France était vraiment divisée. C'est-à-dire qu'il y avait même dans les mouvements européistes de gauche, le Parti socialiste, certains membres éminents de ce Parti socialiste qui s'étaient élevés contre le projet de traité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a permis d'ailleurs la victoire ensuite du non. Indépendamment des clivages politiques, un certain nombre de Français se sont retrouvés sur le rejet de certains éléments clés
de ce qui était proposé par la Convention qui avait rédigé le projet de traité constitutionnel. Et parmi ce qui était mis en avant, il y avait notamment toute une dimension, alors pour les gens sensibles à gauche, relative à la Charte des droits fondamentaux, qui parlait d'un droit de travailler et non pas d'un droit de se voir offrir un travail, voyez, qui prévoyait ce qu'on appelait le lock-out, c'est la fermeture d'une entreprise pour mettre fin à une contestation de la part des salariés, etc. Puis de l'autre côté, il y avait également d'autres personnes qui étaient très sensibles à tout ce qui était perte de souveraineté. Mais même chez les gens de gauche, cette sensibilité à la perte de souveraineté était très importante. Donc en fait, il y a eu, si on est arrivé à une différence de 10%, 55% de non et puis 45% de oui, c'est parce qu'il y a eu, au-delà des clivages, une réunion des volontés des Français qui n'ont pas voulu faire de l'Union européenne ce dont on rêvait pendant des années et des décennies, ce qu'on appelle les eurocrates en quelque sorte. Ils n'ont pas voulu faire de l'Union européenne ce qu'elle est devenue. Exactement. Ils ne voulaient pas d'un État supranational. Les gens se sont retrouvés notamment sur ce type d'exigence. Il y avait également la volonté que la France joue un rôle plus important en Europe, ce qui avait d'ailleurs conduit M. Sarkozy à dire ce traité, c'est ce qui va redonner un rôle à la France en Europe. Alors, ce qui était exactement le contraire. C'était un non-sens absolu. Mais enfin, les gens se sont retrouvés sur le rejet dans la Constitution d'un projet qui faisait disparaître l'Europe telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire une communauté d'États qui travaillent ensemble, au profit d'un État supranational doté de sa propre personnalité, dont le droit soit supérieur à toutes les constitutions nationale, et vraiment les Français se sont sentis menacés de perdre ce qui faisait leur essence. Et ce qui est le cas aujourd'hui, en tout cas, cette constitution, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le scandale. C'est pour ça que mon livre s'intitule, il devait s'intituler initialement La forfaiture démocratique, parce qu'on n'est vraiment pas loin de la forfaiture. C'était une trahison absolue, c'est-à-dire que lorsque les Français, après un débat qui était extraordinaire, où les gens étaient tous accrochés à lire le texte pour essayer de savoir comment l'interpréter, etc., un débat démocratique, enfin, comme il en faudrait beaucoup plus. Oui. Mais oui, et alors, vous savez, il y a toute une culture contre le référendum qui consiste à assimiler le référendum à un plébiscite, vous savez, comme au temps de Napoléon III, etc., le Second Empire. Là, il ne s'agissait pas du tout de ça, c'était un débat sur le fond, ça n'avait rien de tel. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les responsables européens ont mis en place un véritable piège, et je ne crois pas exagérer les choses en disant qu'ils se sont mis d'accord entre eux pour écraser la volonté exprimée par les électeurs français. C'est quelque chose qui m'apparaît maintenant de façon nette. Pourquoi ? Parce que le projet de traité avait été conçu pour être présenté tel quel. Et Jacques Chirac pensait que ça suffirait parce que c'était complexe. Oui, donc je rappelle, Chirac était président. Exactement. Et c'est Lionel Jospin qui était Premier ministre. Jospin, Premier ministre. Tout à fait. Donc il y avait droite et gauche qui étaient là. Il y avait droite et gauche, mais on aura l'occasion d'y revenir. Dans la conception des droits fondamentaux, ils étaient parfaitement d'accord sur tout. Bien sûr. Et je le tiens de négociateur en chef qui était chargé de mettre en place la négociation sur les droits fondamentaux. Il faut qu'on y revienne parce que ça donne beaucoup de choses sur la trahison et son caractère complet et absolu. Et les conséquences qui s'en sont suivies. Alors, je rappelle donc Chirac président, Jospin Premier ministre, des discussions très fortes qui portaient surtout, vous dites, est-ce qu'il y avait quand même un sentiment donc chez les Français, en tout cas chez une majorité de Français, d'abandon de souveraineté quelque part. Ils ont senti qu'il y avait là un cap qu'on était en train de franchir et qu'ils ne voulaient pas franchir. Et là, vraiment, on a retrouvé les sensibilités diverses et variées. C'est-à-dire que, brusquement, on a dit, mais là, on est en train de nous mettre en place un traité fondé essentiellement sur l'économie, et tout va être subordonné à l'économie, que ce soit en matière de droit au travail, que ce soit en matière d'organisation de la concurrence. Vous savez, avec ce fameux débat qui s'était tenu, où Nicolas Sarkozy avait dit, écoutez, moi, j'ai obtenu qu'on enlève du traité le fait que c'était la concurrence libre et non faussée. Donc, vous voyez, on peut faire avancer. En réalité, cette mention, elle se retrouve dans un protocole numéro 27, qui est annexé au traité de Lisbonne et qui a la même force que le traité tout entier. Alors, on va parler du traité de Lisbonne, parce que justement, séparons peut-être les deux, juste dans la construction. Donc, le référendum a lieu, et rappelez-vous quand même, moi je me rappelle, dans Libération ou ailleurs, les pratiquement insultes qu'on donnait à ces crétins de Français qui ne savaient pas comment voter. Vous vous rappelez quand même. Tout à fait. La littérature était hallucinante. C'est-à-dire, oui, vous n'avez rien compris à rien, vous êtes presque des gueux, etc. À droite comme à gauche, on vitupérait cela. Et ça tient de quoi, alors, justement? Rappelons le climat de l'époque. Eh bien, il faut dire une chose, c'est les européistes ont l'habitude de n'avoir jamais en face d'eux de contradicteurs qui connaissent le droit aussi bien qu'eux.
Je vais vous raconter une anecdote. J'étais détaché dans une grande entreprise publique, peu après le traité de Maastricht. Je me retrouve dans un amphithéâtre à Strasbourg. Et là, j'ai les membres du service juridique de la commission qui fait un exposé en disant « On a eu très peur avec le référendum français sur Maastricht et nous avons donc décidé de ne plus jamais donner la parole au peuple français. » Carrément, il dit Carrément. Ça. Je me lève. Je dis, mais comment est-il possible de dire cela quand on se prévaut de principes démocratiques? Et je vois se tourner vers moi 400 visages, les 400 personnes présentes dans cet amphithéâtre, qui m'ont regardé comme si j'étais un ovni. C'était, comment se fait-il que dans un lieu où on va parler du droit européen et de la suite, il y ait une personne qui ne soit pas d'emblée acquise à tous les débordements du totalitarisme européen. Donc ça, si vous voulez, ils ont pris l'habitude de n'avoir jamais de contradictions véritablement argumentées face à eux. Donc ils pensaient, lorsqu'ils ont présenté le projet de traité, que sa complexité, non pas dans la formulation, mais sa complexité dans les effets de ce qui était donné. Je vous donne 2 exemples. Oui. Lorsque vous dites à quelqu'un dans la rue, l'Europe désormais aura sa propre personnalité juridique. C'est désormais un État qui existe indépendamment des États européens. La personne dans la rue, elle ne va pas comprendre ce que ça entraîne comme conséquence. Elle ne va pas du tout le sentir. Lorsque vous lui dites qu'il y a une prééminence du droit communautaire sur les constitutions nationales, il ne voit pas trop ce que ça va donner. Il va s'intéresser à d'autres éléments du traité. Donc ça a permis à ceux qui faisaient passer tout cela de dire mais ceux qui ne sont pas d'accord sont encore une fois des gens qui ne comprennent rien et qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Sauf qu'aujourd'hui, André Bonnet, les gens le savent, beaucoup de gens le savent. Ils l'ont découvert au fur et à mesure. Ils ont découvert l'État européen et ils ont découvert la prééminence des lois européennes sur les lois nationales. Oui, alors attention, parce que la prééminence des lois européennes, elle existait avant le traité de Lisbonne. Et notamment avec une jurisprudence du Conseil d'État qui avait complètement inversé une jurisprudence précédente, l'arrêt Nicolo, qui est revenu remettre en question un arrêt qu'on appelait le syndicat des fabricants de semoules, et donc brusquement on a basculé dans la suprématie du droit communautaire sur toutes les lois, y compris les lois postérieures, ce qui auparavant était écarté par le Conseil d'État. Mais là, c'est autre chose. Désormais, c'est supérieur à la Constitution. C'est-à-dire que même si la Constitution... Les lois européennes sont supérieures à la Constitution, oui. Mais exactement. Même les lois dérivés, c'est-à-dire non pas les grands traités en tant que tels, mais également tous les actes pris sur la base du traité. Et vous avez une déclaration numéro 17 qui est annexée au traité de Lisbonne, avec la même valeur que le traité, qui dit, voilà, nous, États signataires du traité de Lisbonne, nous reprenons à notre compte la formulation du service juridique de la Commission, qui dit très clairement, aucun texte de droit interne, quelle que soit sa force, ne peut être opposé à un texte de droit européen. Et donc, les gens sont... Et c'est ça qui a force de loi aujourd'hui. Et c'est ça qui a force de loi aujourd'hui. C'est ça qui a force de loi aujourd'hui. Alors, il y a encore une petite faille qui reste qu'on peut exploiter, je pense, quand on veut même montrer les contradictions ahurissantes auxquelles tout cela entraîne. Mais il faut bien voir que désormais, on constate quoi? Et c'est là où la trahison apparaît dans toute sa lumière. C'est que ils ont caché, après le refus par les Français, ils ont caché ce qu'ils étaient en train de faire. Ça. Ils ont voulu, ils le disent eux-mêmes. Je cite là des déclarations ahurissantes, par exemple du ministre belge des Affaires européennes de l'époque, qui dit on voulait faire un traité clair pour le traité constitutionnel, pour le traité de Lisbonne, on veut faire un traité obscur, illisible, et ben c'est un succès. Tout à fait. On a réussi à faire en sorte que personne ne comprenne ce qui va passer. Oui, on en fume, on cache et passer, ça passe. Quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a caché? On a caché, donc le fait que l'Europe est devenue un État en tant que tel. Bien. On a caché le fait que le droit communautaire désormais était supérieur de façon gravée dans le marbre aux constitutions. C'était déjà acquis dans la pratique pour les cours de justice, mais là on le grave dans le marbre. On a un traité dans lequel on dit la France, une fois tous les 10 ans, sera absente de la Commission européenne pendant 5 ans. Ça, c'était dans le traité. Alors, les gens qui m'écoutent peuvent se dire, mais non, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un représentant de tous les États au sein de la Commission. Pourquoi ? Parce que quand nous avons rejeté le référendum, les Pays-Bas l'ont fait également, mais également les Irlandais. Et les Irlandais, on est allé les voir après le refus des Français, et au moment où préparaient le traité de Lisbonne, pour leur dire, quand je dis on, le Conseil européen, bien sûr, pour leur dire, dites-moi, vous êtes obligés de refaire un référendum, vous n'avez pas la possibilité de faire ce que font les Français, c'est-à-dire de passer par le biais d'un congrès, même si c'est complètement illégal, et vous êtes obligés de repasser devant votre peuple. Que faut-il que l'on vous donne pour que votre peuple, finalement, vote oui? Et en fait, les Irlandais ont dit, il nous faut 3 choses. La protection de nos façons d'agir sur le plan fiscal, avec notamment les GAFAM, ce qu'on appelle cheval de Troie en Europe, sur le plan de la défense, la neutralité irlandaise, et le 3e point, c'est nous voulons un représentant, quoi qu'il arrive, à la Commission européenne. Donc la disposition... Donc ils ont été obligés de faire pour tout le monde. Exactement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le traité qui a été signé par les Irlandais n'est pas le même que celui que nous avons ratifié. Et d'où votre sœur est muette et tous les GAFAM sont en Irlande, notamment pour la fiscalité. Voilà. Ouais. On va en parler tout de suite avec vous, André Bonnet. C'est absolument passionnant. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Comment effectivement il y a eu l'épreuve de la trahison démocratique.
comment ce référendum de 2005 a été complètement volatilisé, il faut le dire, ou en tout cas, il a été truqué, tronqué. Et on va parler évidemment du traité de Lisbonne, on va parler de cette opération magnifique de ni vu ni connu, je t'embrouille. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un livre capital sur un scandale capital. Un référendum de 2005, les preuves de la trahison démocratique. Et je suis comme vous, André Bonnet, l'auteur, je dirais même forfaiture, parce que ce qui s'est passé et qui nous touche, je vous le dis parce que c'est aujourd'hui, nous subissons, nous connaissons les conséquences de ce qui se passait entre 2005 et 2007. Alors, je voudrais arriver donc. 2005, le traité est rejeté par les Français, mais attention, nous avons plusieurs tours dans notre sac, nous allons faire ce traité de Lisbonne. Alors c'est quoi ce traité de Lisbonne? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien en fait, les dirigeants se sont concertés avec Nicolas Sarkozy, qui a été chargé, puisqu'il se présentait à la présidence de la République, de mener le jeu, ce qu'il a fait. Ça consistait à dire aux Français, écoutez, ce que dit Nicolas Sarkozy à Bruxelles, je ne serai pas celui qui ne tiendra pas compte du vote des Français, dit-il. Oui. Et ensuite, il dit, je vais faire un mini-traité qui sera uniquement un traité technique. Vous voyez, on va amender un certain nombre de choses et on touchera à rien d'important. Et il y a peut-être quelques éléments sur lesquels tout le monde était d'accord. C'est Sarkozy qui est à la manœuvre. Enfin, c'est Sarkozy qui dit ça. Mais en fait, il est à la manœuvre pour le compte des autres. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une volonté collective européenne d'écraser littéralement les Français parce qu'ils ont mal voté. Bien. Donc, on fait un mini-traité. En réalité, ce mini-traité, c'est quoi? On prend la même convention, on lui donne un mandat, et son mandat, c'est très clairement de dispatcher dans les traités existants, par petits bouts, tous les éléments qui étaient dans le traité constitutionnel. Tout ce qui était nouveau. On va le présenter à un bout, on l'éparpille façon puzzle, comme disaient les tontons flingueurs. Exactement. On l'éparpille, on le met dans des annexes. Vous voyez, par exemple, ce que je dis sur la primauté des droits communautaires, on le met dans une déclaration numéro 17. Sur la concurrence libre et non faussée, on la met dans un protocole numéro 26. Et vous avez donc toute une série de déclarations, il y en a plusieurs dizaines, toute une série de protocoles, il y en a plusieurs dizaines. Et le reste du traité, c'est à l'article numéro tant, rajouter le membre de phrase suivant, rajouter à la place de tel article tel membre de phrase, etc. Donc, le traité de Lisbonne, comme le dit d'ailleurs un des responsables européens à l'époque, c'est illisible. Et on voulait, dit-il, qu'il soit illisible, c'est un succès. Donc on ne peut rien comprendre. Ça permet à Nicolas Sarkozy, quand il se présente à la présidence de la République, de dire « Vous allez voter pour moi, je vais mettre en place un mini-traité ». Et ça a permis ensuite à un certain nombre de commentateurs politiques de dire « Mais voyez bien, il a présenté son projet, les Français l'ont élu, donc en même temps qu'ils l'ont élu, ils ont admis le mini-traité. » Donc ils ont admis le traité de Lisbonne, voilà. C'est faux pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a été élu sur un mensonge. Il a dit que c'était un traité technique où il n'y avait rien d'important, alors qu'en réalité, c'était tout le traité constitutionnel dans toutes ses innovations. Bien. Donc, personne n'a voulu de ça, puisqu'il a dit qu'il ne le ferait pas. D'accord. Et le second, c'est qu'on ne peut pas faire remettre en cause un vote référendaire, qui est la volonté nationale exprimée par le peuple, immédiate, supérieure, par un autre mandat, fût-il présidentiel ou suffrage universel. De même que, c'est ce qu'on entend partout, quand vous avez un président de la République qui est élu et qu'une majorité se dégage au législatif qui est contre la politique menée par ce président de la République, souvent un certain nombre de personnes disent au président « mais vous êtes désavoué, il faut en tirer les conséquences ». Et que répond-on? On répond « mais non, ma légitimité, elle vient de mon propre suffrage, vous avez votre propre légitimité, et bien donc, on ne peut pas effacer mais ça, un suffrage référendaire. Mais ça, c'est tout le problème de la cohabitation. On ne passe pas un suffrage par un autre. Exactement. Oui. Et on ne peut pas remplacer un suffrage référendaire par un suffrage, fût-il universel, qui vise à élire une personne. Parce qu'il y a la dimension de la personne qui peut jouer un rôle capital. Oui, c'est pas tout à fait la même chose que la cohabitation et législative et présidentielle. Enfin, ce que vous dites là, parce que le référendum est supérieur, je dirais, le référendum. Ce n'est pas une question de, je veux dire, mais on va pas rester en légitimité. Le problème, c'est que le traité de Lisbonne a été ratifié par qui? Pas par le peuple. Alors, c'est en 2008 qu'on a demandé aux parlementaires, réunis en congrès à Versailles, donc le Sénat et l'Assemblée nationale ensemble, de voter une révision de la Constitution qui autorise le président de la République à ratifier le texte du traité de Lisbonne. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Donc on a demandé par le Parlement réuni. Par le Parlement. Parlement d'ailleurs très mal préparé, puisque je me souviens d'avoir entendu dire à l'époque que la veille du jour du vote, les parlementaires UMP avaient demandé une formation pour savoir ce qu'il y avait dans le traité, dont ils s'apprêtaient à permettre la ratification. Donc donc tout ça est passé comme une lettre à la poste. La seule chose, c'est qu'après, on s'est retrouvé avec le problème irlandais, qui est venu compliquer les choses, et puis il est resté l'atteinte fondamentale à un principe démocratique de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'état de droit, et qu'on reproche à certains de soi-disant prendre des libertés avec l'état de droit en préconisant, je ne sais pas quoi, en fait, l'état de droit aujourd'hui, il n'existe plus. C'est-à-dire que l'état de droit a été détruit. Ah, vous dites carrément, l'état de droit n'existe plus. L'état de droit n'existe plus. Il a été détruit par la trahison démocratique de 2005.
On a remplacé le suffrage populaire direct par un suffrage intermédiaire des parlementaires. Ultra-censitaire, on pourrait dire. Alors, on peut le dire comme ça, mais surtout, si vous voulez, c'est qu'on a bousculé la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est le suffrage référendaire, il est au-dessus. En 1962, le général de Gaulle avait utilisé l'article 11 de la Constitution. Et un certain nombre de techniciens disaient, vous ne devez pas utiliser le 11, vous devez passer par l'article 89. Bien. Il a quand même utilisé l'article 11 pour rompre avec des difficultés qui se présentaient devant lui. Et le Conseil constitutionnel qui a été saisi a dit, moi je ne peux pas me prononcer sur la souveraineté populaire telle qu'elle s'exprime directement dans un vote référendaire. Donc je me tais, je ne peux rien faire. Et là donc ils ont passé outre. Ils ont passé outre et ils ont remplacé le suffrage référendaire par un suffrage parlementaire. Donc en fait le traité a été accueilli par la France, ratifié ensuite par le président de la République de la façon la plus illégale qui soit. Et c'est d'autant plus vrai que dans les termes même du projet de traité, il était dit très clairement que chaque État devait ratifier et approuver le texte dans le respect de ses constitutions respectives. Et là, nous avons violé notre Constitution le jour où le Parlement réuni en Congrès a décidé d'autoriser le président à ratifier le traité. Et donc de passer outre au référendum de 2005. Exactement. C'est bien ça. On va en parler, puis on va parler de la Charte des droits fondamentaux. De quoi s'est-il agi juste après cette petite pause? Je rappelle, 0826 300 pour 300 pour les gens qui ont envie d'intervenir. Et je vous le préviens, ce livre, il est capital. Lisez-le, parce que ça permet de comprendre tout ce qui s'est passé depuis et ce qui se passe de plus en plus et encore aujourd'hui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Référendum de 2005, 55% des Français le votent, il passe à la trappe. Oui, on peut le dire, il passe à la trappe. Il est remplacé par le traité de Lisbonne. Et on a vu comment, avec André Bonnet, je rappelle ce livre passionnant, l'épreuve de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne, si l'on peut, aux éditions de l'Artilleur. Alors André Bonnet, vous vouliez parler de la Charte des droits fondamentaux, qui est liée effectivement à ce traité de Lisbonne. Oui, parce qu'il a été dit de façon très claire que ce qui s'était passé pour la Charte devait être appliqué pour la conception du traité constitutionnel. C'est Giscard d'Estaing lui-même qui l'avait dit, et il y avait une déclaration solennelle d'ailleurs sur une proposition d'Olivier Duhamel au Parlement européen qui disait la même chose quelques années auparavant. Bien, que s'est-il passé? Eh bien, on a tout le détail par un livre qui est paru aux éditions du Seuil en 2001, dont l'auteur était M. Gaston Bréban, ancien président de section au Conseil d'État. Donc 4 ans avant le référendum. 4 ans avant le référendum, tout à fait. Hein, on est au début des années 2000. D'accord. Et donc, mais c'est pris en exemple, c'est comme ça que le traité a été conçu après. Alors que raconte cette personne qui était tellement sûre de lui et que en fait les gens qui liraient son livre seraient forcément d'accord avec lui? Il dit très benoîtement, il commence en disant écoutez, on n'était pas nombreux, on était 3 en fait à diriger les opérations. Au début, on a fait un mini coup d'État. Parce qu'on nous avait demandé de faire quelque chose qui réunisse les droits existants sur le plan européen, et puis de faire ça de façon cohérente. Et bien nous, on a décidé d'aller au-delà, et s'il le faut, de créer des droits. Donc nous avons créé un mini coup d'État, nous nous sommes donné une compétence que nous n'avions pas reçue, et notre légitimité, à mon avis, ajoute-t-il, n'en a été que plus grande. Très bien. Bon. Après le vote, on ne votera pas. On fera les choses par consensus. Avec des conséquences que, par exemple, sur les racines chrétiennes de l'Europe, il y a quand même des parlementaires, des partisans à cette convention, qui viennent et qui leur disent, nous, on veut affirmer les racines chrétiennes. Oui. Et là, on leur répond, non, écoutez, dans le cadre du consensus, ça ne peut pas marcher, parce que comment va-t-on accueillir ensuite des pays musulmans si on met les racines chrétiennes dans l'Europe? Ouais. Donc c'est nous qui nous soumettons aux autres qui vont rentrer. Ouais. Après, donc on ne vote pas. On ne vote pas. Ensuite, si on consulte les associations internationales européennes sur les droits fondamentaux, c'est quand même incroyable, ce sont les droits fondamentaux. Ils nous expliquent doctement qu'on a consacré une journée en tout et pour tout pour toutes les associations européennes. Et il ajoute, alors ça faisait que 4 minutes par association, mais enfin, quand on connaît bien un sujet, 4 minutes, ça suffit. Bien sûr. On aurait dû faire 4 minutes avec vous, André Bonnet. Ouais. Alors, que va-t-on mettre dans les droits? On va se mettre d'accord sur, y compris les grands droits. Et alors, il remarque, mais là, Jacques Chirac et Lionel Jospin étaient d'accord sur tout. Sur le droit de la famille, sur le droit du mariage, sur le droit de la liberté d'enseignement, etc. Et tout ça est quadrillé. Par exemple, il n'est pas question d'un mariage comme la Déclaration des droits de l'homme de 48 à l'ONU, que la France n'a toujours pas rendu applicable sur son territoire. C'est incroyable, mais c'est exact. Qui dit le mariage, c'est un homme, une femme. Eh bien là, on dit tout le monde a le droit de se marier. Et vous pouvez marier avec qui vous voulez ou avec ce que vous voulez. Oui, avec un fourmilier de manoir, un arbre ou des fleurs. Ouais, si vous voulez. On exagère, c'est pour montrer que l'absence de définition de ce qu'est le mariage, elle est dans la Charte des droits fondamentaux. Si on parle par exemple de la liberté d'enseignement, on vous dit vous pouvez créer un établissement, par exemple confessionnel, mais dans l'exigence de la neutralité, donc laïcité. Donc vous pouvez faire un établissement confessionnel, mais à condition qu'il ne le soit plus. Et sinon, vous n'êtes pas libre de le faire. Vous voyez ?
Donc tout ça, c'est dans la charte, mais personne n'en a jamais parlé. Et il va jusqu'au bout, racontant à la fin, lorsque tout a été mis au point avec cette méthode-là, et je passe sur des choses incroyables. Par exemple, les documents préparatoires étaient traduits uniquement en 3 langues, anglais, allemand et français. Et les gens qui arrivaient d'autres pays, ils arrivaient en début de séance, on leur donnait ces documents qui n'étaient pas dans leur langue. Ouais. Donc il fallait qu'ils se débrouillent comme il fallait et se débattent. Pas tout le monde parle anglais aujourd'hui. Oui, mais enfin bon, dans certains pays des Balkans, c'est pas forcément certain. C'est vrai, c'est vrai. Donc toujours est-il qu'on est arrivé à un document qui a été rédigé dans un anonymat et une discrétion qui est ahurissante s'agissant de droits fondamentaux. Et à la fin, quand on a réuni le chef de gouvernement, et cet auteur, il nous l'explique. Certains chefs de gouvernement disent « Ah mais non, attendez, là c'est peut-être pas, c'est compliqué ». On leur dit « Non, c'est trop tard, là, maintenant c'est fait, vous n'avez plus rien à dire ». Et le projet a été adopté tel quel. Et c'est comme ça qu'on a fait pour le traité constitutionnel. Donc en fait, on a une convention, une charte des droits de l'homme qui pose des droits fondamentaux. C'était en même temps que le traité constitutionnel. C'était la première partie du traité. C'est la première partie. C'est la première partie du traité. D'accord. Tout à fait. Et alors il y a quelque chose de très important également en matière de droit, c'est qu'on a fait adhérer l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est ahurissant. Pourquoi ? Parce que la Convention européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, dont on parle tant en matière sociétale, parce qu'elle est toujours en avant-garde oui, bien sûr. Oui. Eh bien, c'est le résultat des travaux du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 46 États, et non pas simplement l'Union européenne. Bien sûr. Et donc, on a des juges qui sont nommés par cooptation, et qui viennent donc composer les chambres de la Cour européenne des droits de l'homme. Et désormais, avec cette adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme, on aura des juges cooptés qui ne sont même pas membres forcément de l'Union européenne, qui vont dicter les droits fondamentaux que doit respecter l'UE. Intéressant. En tout cas, oui, comme vous dites, c'est je ne dis pas l'escroquerie, mais enfin la forfaiture à tous les étages, quoi. À chaque étape, on se demande ce qui se passe. Et quand vous dites, alors l'Europe aujourd'hui, c'est quoi ? Je veux dire, avec ça, à la lumière de ça, et 20 ans après, c'est quoi ? Est-ce que l'Europe existe en tant que... L'Europe existe, on ne va pas parler de l'histoire, de la civilisation, mais en tant que construction et de structure administrative, judiciaire et autres. Construction idéologique. En fait, si vous voulez, c'est incroyable, les gens crus voter pour l'Europe. Ils n'ont pas voté pour l'Europe. Ils ont voté pour une structure idéologique détachée de la réalité. Détachée notamment de la réalité des frontières. Le traité ne définit jamais ce qu'est une frontière. Jamais où sont les frontières. Non. Et il ne veut surtout pas fixer de frontières à l'Europe. Et pour vous montrer jusqu'où cela va, parce qu'en fait, ils le conçoivent comme un système idéologique qui a vocation à s'étendre très largement au-delà de ce que nous appelons l'Europe. Il suffit de partager des valeurs prétendues universelles. Et dans ces valeurs, vous avez évidemment l'idéologie du genre, l'idéologie LGBT, etc., dont ne veulent pas beaucoup de pays dans le monde, évidemment. Bien sûr. Et donc, je vais vous donner un exemple qui est frappant, juste pour vous montrer jusqu'où ça va. Un exemple concret, oui. Alors récemment, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, a voulu avoir un champ d'action plus large que celui qui lui était donné jusqu'à maintenant. Donc le Parlement européen, je donne les éléments, comme ça les gens pourront vérifier, dans une décision 1246 de 2024, a donné le libre cours, libre champ, à une décision des gouverneurs de cette banque. Oui. Et dans les statuts désormais, on trouve, lorsque vous lisez Europe continentale ou orientale, vous devez comprendre qu'on vise y compris l'Irak, y compris la Mongolie, y compris l'Afrique subsaharienne. Qui sont cités. Qui sont cités en toutes lettres. L'Afrique subsaharienne fait partie de l'Europe. Ça fait partie, la Mongolie. Ça fait partie du champ d'action. Voilà, du champ d'action. Et ça, c'est quelque chose qui est consubstantiel au traité européen. C'est pour ça qu'on est d'accord. On se prépare à aller en Azerbaïdjan, à faire rentrer l'Azerbaïdjan, la Géorgie, etc. Et pourquoi pas ? Et plus si affinité. Ouais. Maud, je crois que nous avons des. Oui, ça fait réagir. Il y a 3 appels en attente. On commence avec Jean-Marc de Vannes. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Bonnet. J'écoute votre émission avec grande attention et le sujet m'intéresse beaucoup. Concernant l'Europe, la trahison démocratique dont on vient de parler tout à l'heure par rapport aux 54% de 2007 du référendum, je veux dire, comment revenir à une communauté d'États plus particulièrement et hormis la possibilité éventuelle du référendum. Alors, comment revenir à une communauté d'État ? C'est tout simple, ça n'empêche pas que ce soit compliqué. Il faut sortir du traité de Lisbonne d'abord et avant tout. Alors, l'idée, on peut bien sûr, parce que ce qu'on a fait dans un sens, on peut le faire dans un autre. C'est-à-dire proposer un mini-traité pour le coup, mais qui se contente de remettre d'aplomb ce qui a été mis de travers par l'action de Lisbonne. Mais on est obligé de sortir du traité de Lisbonne, pourquoi ? Parce que quand on parle de Frexit, on oublie une chose, c'est que dans le traité de Lisbonne, vous avez un article 50, c'est la nouveauté du traité aussi, qui a cadenassé encore plus les choses, si possible, qui dit, si vous sortez, vous avez 2 ans pour négocier avec les restes des pays, et vous devez vous soumettre aux conditions qu'on va vous imposer.
Et si vous n'acceptez pas les comptes, pas me soumettre, vous pouvez sortir, mais vos magistrats seront obligés de dire que vous êtes sorti du droit et ils vous sanctionneront. Parce que c'est ça le problème. Les magistrats, si un traité est signé en disant vous ne devez sortir qu'à telle condition, ils vont regarder si vous avez respecté les conditions, c'est leur métier. Si vous n'avez pas respecté les conditions de la sortie, ils vont condamner votre sortie. Bah oui, et alors ? Alors, ça veut dire que les décisions qui seraient prises, par exemple, par le gouvernement français qui déciderait de sortir sans se préoccuper de cet article 50 seraient systématiquement annulées par toutes les juridictions. Les juridictions françaises également. Françaises. Oui, c'est pour ça que les Britanniques, au dernier moment, ont cédé aux oukas européens, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils sortaient par la force, leurs propres magistrats allaient condamner leurs décisions visant à la sortie. Oui, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Si on sort du traité de Lisbonne, on retrouve la liberté qu'on avait avant, qui était par coutume un État. Sauf on peut faire un coup de force, mais c'est un autre problème. Alors, le coup de force, on peut le faire notamment en mettant en avant le référendum, mais pas simplement en disant je fais un référendum et je l'impose à l'Europe, parce que l'Europe va répondre non, vous ne pouvez pas me l'imposer, vous avez signé. Pardon, mais le référendum, je reprends ce que vous avez dit, je peux l'imposer à mes magistrats. Non. Ouais. Le référendum n'a pas force de loi sur les juridictions. Mais non. Mais non, puisque le droit communautaire est supérieur à toutes les règles de droit interne, y compris la Constitution et le référendum qui est de nature constitutionnelle. Oui, donc les magistrats feront leur métier. Alors c'est pour ça qu'on les accuse de ce point de vue-là. Mais moi qui suis un ancien magistrat, j'ai démissionné. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas courir ce risque d'être obligé de faire quelque chose qui m'était imposé par ma propre déontologie de magistrat. Vous voyez ? Donc il faut d'abord sortir du traité de Lisbonne de l'article 50 pour retrouver notre liberté de choix. Et on peut faire pression. Comment ? C'est-à-dire avec un référendum qui est organisé pour mettre en contradiction la France avec elle-même vis-à-vis de ses principes de droit communautaire supérieurs à la Constitution. Et il y a un moyen, notamment avec ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle. Eh bien, on peut dire aux partenaires européens, vous allez nous permettre de modifier ceci, cela, parce que sinon, nous cesserons d'appliquer le traité tel qu'il est. Alors, on ne sort pas, on sera simplement condamné pour retard, mais on va flanquer un tel bazar dans l'Union européenne que tout le monde a à y perdre. On va en reparler, je crois que nous avons Philippe. De Caen. Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Bonnet. Monsieur Bonnet, félicitations, on a vraiment un expert. Je voudrais vous parler, Monsieur Bonnet, du référendum d'initiative partagée, le RIP, qui est issu de la révision constitutionnelle de 2008. Alors, André, comme vous le savez, donc, les parlementaires peuvent provoquer un référendum avec le soutien d'une partie des Français, des électeurs, d'accord, sans passer par un vote majoritaire au Parlement. À l'Assemblée, au Parlement. D'accord. Mais il est nécessaire, en contrepartie, de recueillir 10% du corps électoral. Alors, on l'estime environ à 4-8, on va dire 5 millions de signatures. Monsieur Bonnet, comment nous, peuple qui avons soif du référendum, pourrait-on retrouver des parlementaires qui nous écoutent et qui nous représentent à travers ce RIP? Merci Philippe. Oui. Alors, deux réponses. André Bonnet. Le résultat final du RIP, de toute façon, il est condamné. Parce que quel que soit le résultat, il sera inférieur à la norme européenne. Donc si on fait un RIP pour avoir un texte qui contredit le droit de l'Union européenne, ce sera non. En revanche, ce qui est très important dans cette position dont vous faites état, c'est qu'on arrive à passer l'obstacle du vote dans les mêmes termes au Parlement, qui normalement fait partie intégrante du processus de révision de l'article 89 de la Constitution. Donc on passe par-dessus ce vote favorable et après on a effectivement un choix qui s'offre au Parlement, mais qui va être très gêné parce qu'on aura un moyen de pression sur lui si on met en avant à nouveau le fait qu'en 2005 on avait voté non, et que là, tout ce qu'on veut, c'est revenir sur ce non-respect du non. Mais ça veut dire que le RIP en question, il faut l'étudier dans une démarche stratégique en mettant un contenu qui oblige à se poser à nouveau la question et qui remette sur la table le fait que si on en est où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas respecté le vote référendaire. André Bonnet, est-ce que quelque part, je dis bien, je ne parle pas en termes strictement juridiques, est-ce que quelque part le référendum de 2005 peut continuer à faire jurisprudence ? Jurisprudence, non pas au sens juridique du terme, je sais que vous allez me dire non, mais est-ce qu'il peut être utilisé en disant regardez ce qui s'est passé, on peut l'utiliser comme arme? Oui, c'est pour ça que si un RIP permet de passer par-dessus le Parlement pour savoir s'il y a matière à référendum, on peut dans le débat, pour ensuite savoir quoi faire de ce RIP, eh bien faire en état qu'il est là pour revenir sur la négation du référendum. Ce référendum, il a été posé une fois, il est toujours là. Le matin, on se lève, le non il existe, ce référendum 2005. Il n'a pas disparu. Et ses résultats. Et ces résultats sont là. D'accord. Chaque fois qu'on ne tient pas compte de ces résultats qui sont là, qui s'imposent encore aujourd'hui de la même façon qu'il y a 20 ans, on viole l'état de droit. Et ça, il faut le faire comprendre à l'ensemble du mouvement politique. Maud, je crois que nous avons... On accueille Cédric qui appelle de Narbonne. Bonjour Cédric.
Bonjour André Berkoff, bonjour Monsieur Bonnet, merci d'avoir invité Monsieur Bonnet, parce que c'est vrai que c'est des choses très importantes qu'on a besoin d'entendre. Au-delà d'entendre, j'espère que ça va peut-être changer les choses, c'est ça qui est le plus important, parce que des débats c'est bien, mais il faut que ça change. Et est-ce qu'il est possible de faire un rétropédalage et de condamner notamment des présidents ou des premiers ministres ou même des ministres qui ont trahi notre pays concernant en fait cette convention européenne qui a été bafouée par leur dire et par leur mensonge d'ailleurs. Et moi j'aurais voulu que M. Sarkozy soit condamné pour ça. La trahison quand même c'est quelque chose qui n'est pas entendable dans notre pays. On a de la trahison de M. Macron, là on a une trahison de M. Sarkozy, on le sait depuis 2005, mais là aujourd'hui ça n'est plus possible. Nous en tant que peuple, il faut qu'on arrive à se révolter, mais surtout qu'il faut qu'on fasse une chose, il faut que non plus qu'on parle, mais qu'on fasse changer les choses et que notre pays redevienne souverain, parce qu'on était le premier pays européen avec l'Angleterre et l'Allemagne, et depuis maintenant on est quasi les derniers. Quand je vois l'état de la Roumanie aujourd'hui qui s'en sort, je suis routier, je vois des camions de fous sur les routes, nous on n'a même pas ces camions-là, l'Europe leur paye tout, et nous en fait on paye pour les autres, donc c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce qu'il est possible de faire ce rétropédalage et de changer les choses, parce que c'est plus possible. Merci Cédric, alors rétropédalage possible, alors, rétropédalage et condamnation ou sanction. Alors, il est certain qu'on est en phase de haute trahison. Ah, vous dites carrément, oui. On est en phase de haute trahison. Intéressant, vous dites, en fait, vous dites, on n'est plus dans l'état de droit et on est en phase de haute trahison. On est en état de haute trahison, on regarde tout le système démocratique, c'est-à-dire que tous les étudiants en droit doivent comprendre que tout ce qu'on leur a appris a été violé par le refus de prendre en compte le référendum de 2005, et que c'est absolument inadmissible. Mais le problème, c'est que cette trahison, elle a été, systématique. Ça veut dire que tous les parlementaires UMP y ont participé. Ça veut dire que tous les parlementaires socialistes y ont participé. Tous ceux qui ont voté, ratifié, autorisé la ratification par le vote de février 2008, ont participé sciemment, ou alors ils ont accepté de voter sans savoir de quoi il s'agit, mais parfois c'était le cas. Il y en a aussi. Mais ils ont participé. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, une démarche de haute trahison, elle est quasiment matériellement impossible, parce que où allez-vous trouver les personnes pour lancer une démarche de haute trahison alors que tout le monde a à se reprocher cette haute trahison. Ils sont en quelque sorte tous complices. C'est quand même effrayant. C'est pour ça que tout ça est sous le boisseau du silence. Parce qu'une fois qu'on a compris ce qui s'était passé, la gravité de ce qui a été fait, et où toute la souveraineté de la France était détruite, et elle a véritablement été détruite, on se dit, mais on a une situation qui n'a pas de précédent. Mais le problème, c'est que cette trahison est répandue partout dans le monde politique que nous connaissons. Donc il faut retrouver des hommes intègres, il faut retrouver des gens qui aient le courage de prendre la parole et de dire ce que je suis en train de dire. Et à partir de là, peut-être qu'on arrivera, et je reviens sur ce que disait l'auditeur précédent, la proposition d'un RIP qui permet de passer par-dessus l'obstacle du Parlement et de mettre tout de suite le débat sur le point fondamental qui nous intéresse. Il ne faut pas parler d'immigration en tant que telle, etc. Il faut parler d'un référendum sur la nécessité d'éliminer l'article temps, etc. du traité de Lisbonne, parce que nous l'avons refusé en 2005 et que ça, on n'a pas le droit de le passer sous silence. Eh bien, André Bonnet, il ne vous reste plus qu'à faire de la politique au vrai sens du terme. On en reparle après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais, nous, avec André Bonnet, l'auteur de ce livre, encore une fois, je vous le conseille, et vraiment lisez-le, parce que ça vous concerne, ça nous concerne à tous. C'est un livre qui donne des armes pour comprendre ce qui se passe depuis ce référendum de 2005. Il y a 20 ans, jour pour jour, enfin, demain le 29. Les preuves de la trahison démocratique, on peut dire même que c'est un scandale d'État. Après le traité de Lisbonne, on en a parlé longtemps. Et alors, j'ai vu dans votre 4e de couverture, André Bonnet, on dit, vous avez été avocat, vous avez exercé comme président de tribunal. Où ça, dites-moi? À Marseille. À Marseille, entre autres. Marseille, Lyon, Bordeaux. Vous avez été plusieurs fois président de tribunal? Dans plusieurs postes. Voilà, dans plusieurs postes. D'affectation à affectation. Et alors, dites-le, parce que là, en vrai, vraiment, ce serait bien. Vous dites, vous avez démissionné par objection de conscience. Tout à fait. C'est-à-dire que dès 2013, notamment avec les débats qui avaient lieu sur l'idéologie du genre.
qui était en train d'investir tout le débat et qui a gagné le combat, hein, puisqu'elle est partout omniprésente. Pour le moment. Oui, disons ça quand même. C'est vrai qu'il reste une forte résistance et de toute façon, les fruits empoisonnés de cette idéologie sont en train de sortir de tous les côtés. Donc, et puis le secours de Trump qui a donné un grand coup d'arrêt également aux États-Unis. Ça, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que je sentais bien que j'allais être de plus en plus amené à rendre des arrêts ou des jugements, selon le poste où j'étais, qui m'obligeaient à appliquer un texte. Donc depuis 2010 déjà, les gens avaient fortement grignoté. Et oui, parce que le traité rentre en application en 2009. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Exact. Donc je me disais, je vois déjà arriver des textes qui sont nécessairement, on doit nécessairement les interpréter au minimum, voire les appliquer, alors qu'ils ont été adoptés de façon totalement illégitime. Alors je peux à un moment donné soulever des objections, trouver un autre texte pour arriver au même résultat, pour que les justiciables ne soient pas privés de la justice à laquelle ils ont droit, mais j'ai fait ça une ou deux fois, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Il fallait que je rende mon tablier et que je m'inscrive au barreau comme avocat. Mais évidemment, quand je me suis inscrit au barreau comme avocat, le président de la cour d'appel, son délégué, qui reçoit mon serment, me dit « Mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Parce que d'habitude, les avocats font leur carrière et le couronnement de leur carrière, c'est de devenir magistrat. Même pas président, devenir magistrat. Ouais. Et moi, j'étais président et je redeviens avocat de base. Bah, écoutez, oui, ça m'a semblé être le sacrifice nécessaire parce que je voulais garder ma liberté de parole et j'ai bien fait de le faire, même si j'adorais mon métier auparavant. En tout cas, votre livre prouve que vous avez bien fait de le faire. Je ne sais pas si vous auriez pu le faire en tant que président de tribunal. Certainement pas. Certainement pas. Les paroles que je prononce maintenant, je serais, évidemment, si j'étais toujours en fonction, je serais une atteinte grave au devoir de réserve. Ouais. C'est normal. C'est normal. En revanche, si vous voulez, je fais attention. Je suis content de faire passer un élément important. Oui, il y a un gouvernement des juges qui est dramatique aujourd'hui. Ce gouvernement des juges, c'est les interprétations auxquelles se livrent ces juges qui vont au-delà du texte et qui vont dans qui suivent un objectif qui n'était pas celui forcément des rédacteurs du texte. Mais ça touche également le Conseil constitutionnel. Je vais prendre un exemple qui va vous sembler frappant. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en 1971 qui a été considérée comme une très grande décision. C'est ce qu'on appelle la liberté d'association. Il a dit désormais, je vais non pas simplement contrôler la loi sur les procédures technique par laquelle elle a été votée, mais je vais contrôler le fond de la loi au regard du préambule de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946. Et je vais, chaque fois que c'est nécessaire, opposer à une loi ce que j'appelle, moi, les principes reconnus par les lois de la République. Grande décision, moi-même. Quand j'ai étudié le droit, je ne me suis pas vraiment posé de questions à ce moment-là. Je trouvais, oui, c'est parce que j'y voyais le contrôle de dérive possible du législateur. Mais quelle République ? Les principes reconnus par les lois de la République, laquelle ? Est-ce que c'est la Première République ? Est-ce que c'est la seconde avec la guillotine et la peine de mort systématique ? Aujourd'hui, enfin, telle qu'elle est. Non. Les principes reconnus par les lois de la République, il l'a dit lui-même, c'est on prend l'ensemble des républiques et puis on va en déduire ce qui en découle. Ouais. Parce que si on dit reconnu par les lois de la République, ça peut pas être celle de la Ve République, puisque c'est comme si on se donnait à soi-même une preuve. On peut pas voter et puis avoir soi-même, avec ce vote, la preuve qu'on a un droit fondamental qu'on vient juste de mettre en place. Ça ne tient pas debout. Donc il y avait un problème grave qui détermine les principes reconnus par les lois de la République. Quelle République ? Qui détermine les valeurs de la République. Exactement. C'est ça. Prenez le droit de la nationalité. Auparavant, sous l'Ancien Régime, c'était le droit du sang. D'accord ? Du sol, excusez-moi. Du sol, oui. La Révolution française instaure le droit du sang. Le sang pur et dur. Il a fallu attendre après la guerre de 1870 pour qu'on revienne à un droit du sol en partie. Parce qu'il y avait des Espagnols qui ne partaient pas faire leur service pendant 3 ans. Les Français, eux, partaient. Et quand les Français revenaient, leurs Français étaient partis avec l'Espagnol. Donc on s'est aperçu qu'il fallait faire... Le droit, c'est aussi ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, on s'adapte. Qu'est-ce qu'on applique ? Est-ce qu'on applique ça ou est-ce qu'on... Donc on ne peut pas savoir. Et alors on a 9 personnes qui disent c'est ça et pas ça. Ouais. Mais fondé sur quoi ? En fait, quand on parle... On l'a vu récemment sur la décision sur pas question de rétention pour les délinquants, etc., le Conseil constitutionnel. Oui. En fait, il va chercher lui-même des principes qui ne sont pas posés et qui sont fluctuants. Et à un moment donné, on vous l'impose alors qu'il n'y a pas de mandat qui a été donné à ces juges de le faire. Et alors, on a bien vu avec, d'ailleurs, l'épisode du mariage entre personnes de même sexe, parce qu'il y a un certain nombre d'opposants qui ont dit, mais attendez, là, si on prend les principes reconnus par les lois de la République, c'est les principes qui ont toujours été reconnus d'une certaine façon par les lois de la République, et on a toujours reconnu précédemment que le mariage c'était un homme et une femme. Et là, brusquement, on a le droit de dire le contraire, vous voyez ? Donc, si vous voulez, on a un relativisme complet. Et c'est ce que dit l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure pour la Charte des droits fondamentaux. Il dit ce que nous voulons, ce sont des droits relatifs. Il faut que ce soit des droits changeants et c'est nous qui allons les déterminer. Et sur la question de l'euthanasie qui est aujourd'hui d'actualité, quelle a été la position ? Ça a été de dire, nous propose de protéger la vie jusqu'à la mort naturelle. C'est pas une bonne idée parce que les Pays-Bas sont en train de se diriger vers l'euthanasie. Donc, on ne dit rien dans la Charte. C'est un problème qu'on a déjà traité et qu'on retraitera, effectivement. C'est un vaste
vaste problème. Moi, je crois qu'il faut rester en tout cas, sur ce qui s'est passé en 2005 et pourquoi il n'y a plus jamais de référendum. Et est-ce qu'il y en aura encore? La question est posée. Lisez le livre d'André Bonnet et vraiment vous aurez tout sur ce scandale démocratique sur lequel nous vivons, dont les conséquences, nous les subissons aujourd'hui.